je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo en 3 parties. Vous n'aurez que du temps réel ici, c'est pour ça qu'elle va être en 3 parties et des longues parties, parce que la vidéo totale fait un peu plus de 2 heures. Je vais prendre le temps de faire avec vous une mise en couleur d'une poupette. Je vais parler de la couleur peau, c'est l'objet de la vidéo ici. Et je vais vous parler de l'encre que j'utilise. Enfin, c'est comme si je vous faisais un atelier là en fait. Donc vous allez la voir en 3 parties. La partie d'aujourd'hui, c'est la préparation du matériel, mon tamponnage et comment je travaille les couleurs peau. Là, vous le voyez en visuel. La deuxième partie, ce sera la mise en couleur de la poupette en temps réel. À peine 1 heure, mais une bonne... Enfin voilà, pas très loin. Et la dernière partie, c'est comment je termine mon fond, voilà, avec le fond aquarellé que je vous avais fait dans une vidéo précédente. Voilà, donc je vous laisse avec la première partie. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, on va poursuivre un petit peu ces petites vidéos tuto sur les bases. Mes petites vidéos, je vais les appeler un peu des vidéos références vers lesquelles, je vous le redis, je vais pouvoir vous renvoyer quand vous vous posez des questions, quand vous trouvez que les mises en couleur vont un petit peu trop vite sur mes tutos vidéo à journaux. Que je fais voilà par habitude. Donc je vais continuer. Je vous ai fait un petit tuto pour vous expliquer comment je fais mes fonds aquarellés avec des techniques, avec des médiums aquarellables et juste avec le papier, le pinceau et l'eau, un petit essuie-tout et un petit spray. Donc ça, je vous explique tout. Je vous montre un petit peu les différentes petites astuces qu'on peut incorporer à sa pratique pour pouvoir créer comme ça ce genre de fond. Et je vous avais dit en fait que je travaillerais mon fond de carte et je mettrais en scène en fait un petit personnage dessus pour vous montrer justement, c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui, comment je fais mes mises en couleur en fait de petits personnages, pour vous montrer un peu les couleurs peau, un petit peu comment je travaille les cheveux en termes de combo couleurs, et puis comment je travaille aussi une mise en couleur classique avec les dégradés. Donc je vais filmer tout ça en temps réel, donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Pour celles qui trouveront que c'est trop long, vous avez toutes les autres vidéos que je fais d'habitude et qui sont en version accélérée. Là, celle-ci, elle est vraiment faite pour tout vous décortiquer et le faire avec vous. Je vous ai ressorti mon petit carnet des poupettes, ça va rappeler des souvenirs à certaines, parce que là je vais travailler en fait pour l'exercice, je vais travailler sur une mise en couleur justement d'une nouvelle petite poupette. Et pourquoi je travaille sur ce genre de motif là, c'est parce qu'en fait ce sont des motifs de tampons qui sont pas trop gros, sur lesquels on a la place quand même si c'est pas trop gros, de pouvoir travailler. Donc je vais pouvoir bien vous expliquer. Et puis c'était un peu l'esprit de ce petit challenge que je vous avais fait il y a 2 ans de ça déjà, où je vous avais en fait préparé une petite poupette par jour. C'était pendant le 3e confinement, c'était au mois de mars-avril je crois. L'idée c'était de faire une petite réa rapide, alors soit juste de la regarder à cette époque-là pour celles qui n'avaient pas l'énergie du tout de créer, mais qui voulaient se détendre un petit peu. Et puis pour celles qui avaient un tout petit peu de temps, c'était de faire des mises en couleur, tout simplement, une colorisation par jour, et de la mettre en scène sur un fond travaillé, mais très simplement avec, voilà, je vous faisais une petite technique différente par jour pour le fond, et puis une petite poupette différente aussi pour compléter mon petit carnet. Donc voilà, et donc vous avez plein de vidéos, parce que j'ai continué en plus mon carnet sur l'été dernier, donc sur les pages de la fin où elles sont travaillées un petit peu différemment, un petit peu plus... de façon un petit peu plus poussée, notamment pour ces deux-là, là, où je travaille vraiment plus dans la matière. Mais voilà, toutes les poupettes du début, c'était vraiment très simple. Une petite mise en couleur, un travail de fond tout simple. Et puis du coup, vous avez comme ça plein de mises en couleur de poupettes. Alors c'était il y a 2 ans, donc ma pratique ma pratique a évolué. Alors c'est pas que ça a changé considérablement, mais du coup j'ai pris en expérience pendant ces 2 années, parce que j'en ai fait beaucoup.
Et du coup, voilà, entre ce que je vous expliquais à ce moment-là et ce que je vais vous expliquer maintenant, alors ça va pas changer fondamentalement, mais voilà, j'ai un petit peu plus de bouteilles, comme on dit, et voilà, j'ai ajusté, changé certaines choses, pour d'autres, ce sera la même chose. Donc voilà, donc c'est un petit clin d'œil à toutes ces petites poupettes que je vous avais proposées il y a 2 ans. Et puis vous aviez été très nombreuses et nombreux à me suivre sur ce projet. J'avais été, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, très touchée par votre engouement. Et on s'est retrouvés autour de ce projet-là pendant ce moment pas très facile. Donc c'était super, super agréable. Et puis là, je les revois, ça me rappelle des souvenirs. Donc voilà, donc cette fois-ci, donc bon, ce petit carnet était terminé. Là, j'ai travaillé mon fond de carte. Et là, en fait, la petite nouvelle poupette que je vais travailler, c'est celle-ci. C'est la petite poupette coréenne. Alors, il y a toute une nouvelle série de petits tampons comme ça de chez Jeannette Klein. Elle avait sorti une première série, alors il y a quelques semaines, hein, sur les petites poupettes européennes. Donc c'était les pays européens. Et là, en fait, on est passé au niveau international et vraiment monde, là, avec en fait plein de petites poupettes des pays différents. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai fait une petite sélection. Et je les trouvais trop mignonnes, ces petites. Alors c'est, voilà, pays. Alors là, c'est la Corée, j'ai le Japon aussi. Là, je vais travailler avec celle-ci parce que elle a pas mal de zones de blanc, en fait, et je vais bien pouvoir vous montrer les techniques dessus. Donc voilà, je la trouve vraiment, vraiment trop chouchou. Alors, ah oui, donc ça c'est les poupettes avec les aquarelles. Donc dans ce carnet, en fait, je vous mettrai la petite playlist, si je peux l'incruster, je vous mettrai la petite playlist de ce challenge-là où vous allez retrouver en fait toutes ces petites poupettes et ce sont que des mises en couleur à l'aquarelle. Et puis pour celles qui sont intéressées plus par les crayons de couleur, je faisais partie en fait de l'équipe créative pour le challenge des les Pola Pops lancé par All & Create avec les tampons de Jeannette, justement, Jeannette Klein. Et en fait là c'est pareil, vous devez avoir une playlist sur ma chaîne YouTube où vous allez retrouver ici j'avais repris mes crayons de couleur à ce moment-là et il y a plus de mise en couleur, donc toujours sur des poupettes, mais avec beaucoup, alors pas exclusivement, mais plus de crayons de couleur. Des fonds gel presse, beaucoup aussi, avec les acryliques. Donc là, vous avez aussi plein de tutos. Alors, j'ai peut-être pas fait aussi, je crois qu'il y a un tuto par Paula, donc il y en a un petit paquet aussi. Voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, les vidéos seront accélérées, mais ça peut vous donner des petites idées si vous êtes plus crayon de couleur. Alors, là, aujourd'hui, je m'intéresse à la mise en couleur avec mes aquarelles, donc godet d'aquarelle. Je parle pas crayon aquarellable non plus, ce sera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Là c'est vraiment l'aquarelle ici. Je vais travailler avec ma palette réduite toujours. Ça c'est mon fond, je me le garde sous les yeux parce que c'est la couleur que je veux garder en tête, mais je vais pas en avoir besoin pour l'instant. Et je vais tamponner ma petite poupette si j'ai assez de place. Donc ce sera l'occasion de vous parler aussi de l'encre, parce que ça c'est une question qui revient souvent. Je vais prendre une petite plaque de plexi. Alors la taille de la plaque n'a pas trop d'importance. Au début, quand on commence en fait, quand on s'équipe, on prend une plaque en fait plus grande. Alors là c'est les plaques All & Create qui sont très fines et elles permettent justement de pouvoir bien appuyer. Elles sont pas toujours faciles de prise en main. Je sais que certaines les aiment pas trop parce qu'en fait on peut bouger le tampon et tout. Il faut un petit peu de pratique. Mais les plaques de plexi, pardon pour le bruit, les plaques de plexi au début, si vous en avez pas du tout, excusez-moi, il vous faut une plaque de plexi de cette taille-là, en gros, qui vous permet de tamponner quand même pas mal de choses. Celle que j'ai ici, c'est la toute première que j'ai achetée. Elle fait 15 par 10 cm. J'avais un doute, mais voilà, 15 par 10 cm. Donc ça, c'est la base. Un petit ustensile, enfin un petit pas-si-petit qui est très pratique, c'est la presse à tampons, tant qu'on y est à parler tamponnage. Hop. Moi, j'ai la version de Tmall. Ça, vous voyez l'utiliser en fait sur mes vidéos. Alors, je vous en parle pas beaucoup. Je vous ai pas fait de démonstration avec parce qu'il y a plein de vidéos YouTube là-dessus. Mais ça vous permet, en fait, le gros avantage de ce genre de plaque, c'est que ça vous permet, en fait, de retamponner exactement au même endroit. Si vous bougez pas votre feuille en dessous, vous la positionnez bien dans l'angle en haut avec les petits aimants.
Et ensuite, vous tamponnez une fois. Si c'est mal tamponné, vous remettez de l'encre sur votre tampon sans du tout ni bouger la feuille, ni bouger le tampon sur la plaque de plexi qui est en haut et on recommence. Elle a deux faces, une face pour les tampons clear et une face pour les tampons cling. Donc les tampons plus montés sur mousse. Donc ça, c'est un bon investissement. Alors au début, pas forcément, mais c'est franchement, c'est comme le massicot. Voilà, le massicot, on peut très bien s'en passer si on prend une règle et un cutter. Quand on a le massicot, c'est quand même bien pratique, quand c'est plus rapide. La presse à tampon, c'est aussi un élément qui peut être quand même assez appréciable. On peut faire plusieurs d'autres techniques aussi. Je vous ai montré ça aussi sur ma chaîne dans certaines vidéos, mais là, c'est pas le propos. Donc, moi, j'ai une petite plaque de plexi. Hop. Et alors, ce qui est pratique quand même, au bout d'un moment, quand on aime bien, quand on commence à se rendre compte que c'est quelque chose qu'on adore, le scrapbooking, alors au sens large, hein, mais voilà, même si vous faites que de l'art journal, c'est que ce qui est quand même pratique, c'est d'avoir des plaques de plexi qui soient adaptées en termes de taille au tampon que vous utilisez, pour être plus précis dans le tamponnage en fait, et plus précis aussi dans la pression. Quand on a une grande plaque de plexiglas et qu'on a un tout petit tampon, le risque c'est d'ailleurs qu'on bouge un peu et qu'on dérape un petit peu parce qu'on a moins de surface. Enfin, le tampon est tout petit et une plus grande surface, donc ça peut faire bouger un petit peu. Et puis, c'est qu'on a une pression aussi qui n'est pas toujours très uniforme, surtout quand on a des petits tampons. Donc, c'est pratique d'avoir, même pour la prise en main, une plaque adaptée. Moi, j'en ai d'autres. Je vais enlever ça. J'ai une petite carrée comme ça, qui est bien pratique. J'en ai des toutes petites aussi pour les tout petits tampons. J'en ai des plus allongées. Celles-ci ne sont pas très épaisses. L'épaisseur, ça dépend aussi. Je trouve qu'il y a plus d'appui sur les plaques de plexi qui sont relativement fines. Par contre, la prise en main est moins facile puisqu'on a moins d'épaisseur pour la prendre justement. Donc voilà, donc c'est assez pratique. Bon, pas dès le début, hein. Au début, vous prenez un format 10-15 passe-partout. Et puis après, excusez-moi pour le bruit, voilà. Et puis après, on s'équipe au fur et à mesure et on gagne en confort en fait, voilà. Donc là, je vais travailler avec mes aquarelles. Donc ce sont une technique aquarellables. Je vais apporter de l'eau. Donc il ne me faut pas en fait n'importe quelle encre pour pouvoir travailler. Il me faut une encre qui soit waterproof, c'est-à-dire qui résiste à l'eau, qui soit permanente une fois que je la tamponne. Donc ici, j'utilise moi par habitude la Versafine claire noire, c'est la Nocturne. Vous avez aussi toutes les Versafines classiques. C'est la même chose. Onyx Black, c'est en Versafine. Vous avez aussi la Archivol, si on la prononce avec l'accent. Si on la prononce avec l'accent, encre permanente aussi. Et vous avez, mais je n'utilise jamais, la Stazone. Je dois bien en avoir un pack quelque part. Je ne l'ai pas là. Vous avez aussi la Stazone qui est une encre permanente et qui a la particularité, comme la Archivol, de pouvoir être tamponnée sur des supports non poreux comme le calque, le papier photo brillant, même le mat d'ailleurs. Sur le rhodoïde et tout ça, et c'est une encre qui accroche en fait sur ces surfaces là et qui est permanente aussi. La Archivol, elle est très très bien. Par contre, elle a tendance à se dessécher plutôt vite, en tout cas chez moi là dans mon bureau, mais je suis pas la seule à le dire. Donc je l'utilise beaucoup dans mes pages d'art journal pour le mix média quand je veux tamponner par exemple sur des fonds que j'ai fait à l'acrylique, parce que l'acrylique a un côté comme ça un petit peu plastifié. Là ça fait longtemps que je m'en suis pas servi et je suis sûre que si je la tamponne une fois sur deux, mon tamponnage n'est pas forcément net. Donc voilà, mais je préfère largement la Archivol à la Stazone. Et c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la Stazone. Et ensuite, la Versafine, que ce soit la claire ou la Versafine classique, c'est une encre permanente, mais sur papier, carton, toutes les surfaces poreuses. Par contre, vous pourrez pas tamponner, enfin vous pourrez tamponner sur de l'acrylique aussi, mais elle met beaucoup de temps à sécher.
C'est possible, hein, mais c'est beaucoup plus long. Voilà, pour les supports comme ça, il vaut mieux une encre Stazone ou une encre Archival. Voilà. C'est quoi la différence entre la Versafine claire et la Versafine classique? Moi, j'ai l'impression qu'avec la Versafine claire, on est quand même encore plus précis. Je la trouve moins épaisse comme encre. Franchement, c'est peut-être... Enfin, voilà, c'est pas forcément flagrant. Après, ce qui change, en fait, c'est votre pâte qui est pas tout à fait fait pareil. La gamme de couleurs dans les Versafine claires est plus étendue que dans la gamme de Versafine classique. Voilà. Ça, moi, par habitude, j'utilise celle-ci. Bon, j'ai délaissé, voilà, c'est là, mais c'est qu'une question d'habitude. Et ce que j'aime bien avoir, c'est un petit pot de recharge comme ça. Parce qu'en fait, quand votre pad est tout neuf, il est très 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 imbibé en encre. Du coup, vous allez en déposer beaucoup sur votre tampon. Et bon, il n'y aura pas de souci. Mais au bout d'un moment, votre encre, ça sera toujours bonne, elle ne sera pas usée, vous pourrez encore tamponner. Mais sur des gros motifs, comme les grandes planches de tampons All & Create, pour ne citer qu'elles, je vais en prendre, comme par hasard, il n'y en a pas une qui me vient qui soit relativement grande. Oui, si celle-ci ou celle-ci. Quand vous avez les grandes planches de tampons comme ça, donc on utilise avec la presse à tampons parce que voilà, on a une grande surface. Et bien même avec la presse à tampons, en tamponnant une fois, deux fois, trois fois, quelquefois, les motifs s'impriment pas bien. Et en fait, si votre pâte d'encre il est un petit peu usé, c'est-à-dire que si vous venez pas de l'ouvrir, et il y a toujours de l'encre dedans, mais elle n'est pas hyper imbibée non plus. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est quand j'ai des grands tampons comme ça, ou quand je veux être sûre que ce soit bien tamponné et que ce soit assez intense, je remets un tout petit peu d'encre sur le dessus. Hop, avec ma recharge, même si c'est pas complètement usé, hein, ça je vous le redis, j'en mets un tout petit peu. Hop, un tout petit peu comme ça, et ça me permet d'avoir de l'encre bien fraîche et de pouvoir vraiment bien en mettre sur mon tampon en fait. Là, vous allez voir la différence. Bon, là, je travaille sur un... Je vais vous en parler de mon papier aussi. Le papier a du grain. C'est du papier aquarelle en coton. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Là, je vous donne toutes mes petits trucs, mes petites astuces. Et je vais prendre une autre chute de papier. Hop. On sent d'ailleurs que ça fait un petit peu ventouse. Hop. Et là, vous voyez la différence entre les deux. C'est le même papier, le même tampon, la même encre. Sauf que ici, en fait, j'ai utilisé mon pad comme ça. Alors, je vous dis, hein, j'ai fait des tamponnages déjà, il n'y a pas de souci, hein, il y a de l'encre dedans. Mais si je la réactive un tout petit peu, eh bien, je me rends compte que mon tamponnage est quand même bien plus prononcé. Donc voilà, c'est ma petite astuce, mon petit truc. C'est d'avoir toujours une petite bouteille comme ça sous la main. Et quand je vois que mon tamponnage n'est pas terrible, eh bien, ça me permet de pouvoir recharger et réamorcer un petit peu l'encre et que j'en ai plus d'un coup comme ça. Comme elle est toute fraîche mise, elle est encore en surface. Donc, c'est une petite astuce. Après, là, je l'ai fait pour vous pour la démonstration, mais... moi, toute seule, là, j'aurais pas recommencé. J'aurais travaillé dessus et puis au pire, j'aurais repris après avec un petit crayon noir. Je vais vous en parler. Si là, j'aurais pas besoin d'en le faire d'ailleurs. Mais voilà, là, j'aurais fait ça comme ça. J'aurais repris un crayon noir et je me serais pas embêtée. Hein. Voilà, donc ça, c'est pour les motifs à l'aquarelle. Si vous travaillez au crayon feutre à alcool Copics ou Pro Marker par exemple, c'est pas du tout celle-ci qu'il vous faut, sinon ça va baver. Il vous faut une encre type Memento. Et c'est ce qui marche le mieux. Voilà, mais ça c'est pas l'objet de la vidéo.
Alors, je remets ça ici. Donc, l'encre Versafine, qu'elle soit claire ou Versafine classique, est une encre à séchage lent. Vous pouvez presque passer de la poudre par-dessus, la poudre à embosser et embosser juste à suivre. Bon là, ça a eu le temps de sécher un petit peu. Là, je pense que sur le motif bien noir, là, j'aurais pu encore. Donc, c'est pas tant l'embossage, moi, qui m'intéresse. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que si vous travaillez tout de suite la mise en couleur avec de l'eau, vous allez dire, bah mince, mon motif il bave, mais je comprends pas, c'est de la Versafine. Normalement, c'est fait pour ça. Oui, c'est fait pour ça quand elle est sèche. Par contre, quand elle est encore un petit peu humide, eh bien, l'encre n'est pas fixée et du coup, elle devient soluble en fait. Enfin, elle va se diluer. Donc, systématiquement, ça peut prendre un petit peu de temps d'ailleurs, le séchage. Donc, même si vous attendez 5 minutes, ce sera peut-être pas suffisant. Donc, moi, déjà, dès le départ, je prends pas trop de risques parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Et ça m'arrive encore d'ailleurs, pensant que, allez hop, c'est bon. Et en fait, non. Surtout quand on a des grands motifs et on a la main qui passe dessus quand on travaille et qu'on fait baver l'encre. Je vous assure que quand on a passé déjà du temps, à faire sa mise en page, quand on a utilisé la technique du cache et tout, et qu'on se retrouve à avoir fait baver ses motifs, c'est assez rageant. Hein. Donc voilà, un petit coup de heat gun pour être sûr. Je vais laisser celui-ci de côté. Je commence toujours par le visage maintenant, comme ça je délimite bien. Et puis je fais souvent visage et les cheveux, et puis ensuite je travaille le reste. Donc, mon papier avant, c'est le même papier que pour le fond. C'est le papier Centenaire. Mince, j'ai rangé. Le voilà. Donc c'est toujours celui-ci. Là c'est parce que c'était des chutes toutes fraîches là qui m'avaient servi. C'est les chutes quand j'ai découpé en fait, quand j'ai découpé mes cartes. Donc voilà, je les utilise. Donc je suis sur le grain torchon. C'est pas forcément le grain que je préfère. Celui de Centenaire, je vous l'ai dit, hein, il n'est pas trop marqué. Ça va encore. Après c'est plus quand on bouge un peu le papier avec la lumière, on se rend compte du grain. Mais quand on le regarde comme ça, vous là qui le voyez en fait vu du haut, vous n'allez pas vous en rendre compte. Hein. Le tamponnage n'est pas si mal non plus que ça dessus. Donc voilà. Mais souvent, je préfère le grain fin quand même pour travailler ça. Mais là, ça ira bien. Donc c'est du 100% coton. Et donc la couleur peau. Alors, il va falloir que je reprenne des petits nuanciers. Et j'ai mon petit calepin. Je me suis fait dans mon petit carnet là. Hop, donc je vous le remontre, hein, ça vous l'avez vu dans les vidéos, là vous voyez, mais dans les vidéos précédentes, j'ai fait mes petits mélanges avec ma palette réduite ici pour avoir des points de repère. J'ai travaillé mes complémentaires avec mes couleurs pour désaturer et voir ce que ça pouvait donner, donc j'en ai encore d'autres à faire. Et puis, sur le verso de mes pages, j'ai commencé à travailler les équivalences de couleurs, c'est-à-dire le vert de vessie que j'ai dans plusieurs marques. Et ça me permet de voir celui que je préfère, c'est le vert de vessie de Winsor & Newton, parce qu'il est vert et qu'il est transparent. Ça, je ne vous l'ai pas forcément dit. Mais ça, et là, c'est tout à fait personnel. Donc, il n'est pas meilleur que tous les autres. Il est juste, pour moi, je suis plus à l'aise avec. Et ce que j'ai commencé à faire aussi du coup, c'est à mettre, hop, je l'ai fait, alors je le prends dans l'autre sens, hein. C'est à me faire des petits pense-bêtes sur les couleurs en fait, les couleurs que j'utilise pour la peau. Donc ça, c'est les couleurs que j'utilise en ce moment. Et c'est, alors, je l'avais pas forcément fait parce que systématiquement, en fait, je teste ça sur des morceaux de papier, mais je les garde pas. Et là, ça me permet en fait de garder trace des couleurs, des teintes que j'aime bien. Et de pouvoir m'y référer, c'est-à-dire quand je fais des mélanges de couleurs, par exemple, j'aime bien cette tonalité-là, eh bien j'ai ça en référence, je sais que c'est le rose des Garences avec mon ocre jaune, sont mes deux couleurs en ce moment pour les couleurs peau. Et en fait, quand je vais faire mes petits tests, je vais me dire, tiens, à quel moment je vais me rapprocher de ces teintes-là. Plus jaune, plus rose. J'ai pas fait les teints mat encore pour l'instant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, hein, que je travaille très peu. Donc, il faut que je travaille ça. Mais là, je vous montre vraiment mes petites habitudes. La couleur peau, comment est-ce qu'on l'obtient? On l'obtient quand on mélange un jaune et un rose. Alors,
Avec n'importe quel jaune et avec n'importe quel rose, ça fonctionne. Après, c'est le dosage entre le jaune et le rose, déjà en termes de quantité. Et ensuite, c'est le niveau de dilution. C'est-à-dire que pour faire des couleurs peau, il faut que vous ayez quelque chose de relativement transparent comme la transparence de la peau. On essaye de ne pas avoir quelque chose de trop opaque. Et donc, d'essayer de travailler dans la dilution pour avoir quelque chose de transparent. Et pour avoir quelque chose d'un petit peu naturel, on a tendance à désaturer un petit peu, donc le jaune, le rose, on a tendance à désaturer un tout petit peu la couleur avec un peu de sépia pour casser un petit peu le côté flashouille de notre mélange. Donc, quand on travaille avec que les couleurs primaires, on va reprendre ma petite roue qui est pas ronde. Quand on travaille avec les couleurs primaires, on va travailler avec le magenta ici et avec le jaune primaire qui sont deux couleurs très très flashouilles et on va arriver à un mélange qui sera un mélange orangé un peu flash. Alors on va le faire. Hop. Je vais vous mettre mes petits pots. Hop, donc j'ai mon magenta. Ici. Et j'ai dit le jaune. Hop, je vais faire mon mélange. J'ai pas ma palette là, je vais le faire directement sur la... Non, ce serait mieux quand même que je vous le montre sur du blanc que sur ma plaque en verre. Je ne vais pas partir de cette base-là qui m'a servi pour mon fond de carte. C'était la vidéo d'avant parce que j'ai un magenta qui est désaturé avec du vert. Et du coup, ça va fausser un petit peu la démonstration. Hop. Donc, je prends le magenta et je prends mon jaune. Et ensuite, la couleur peau, c'est le rose avec le jaune. Donc, je vais mélanger tout ça. Et je vais essayer d'avoir un mélange qui tire un tout petit peu plus. Alors, je vais essayer d'avoir... Pardon, j'ai été déconcentrée. Je vais essayer d'avoir un mélange qui soit ni trop rose, ni trop jaune, ni trop orangé. Donc là, par exemple, je vais obtenir cette couleur-là qui est très, très flash. Donc là, on arrive sur un rouge. Je vais diluer une fois. Déjà, je suis sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Je dilue 2 fois. J'ai quelque chose d'un petit peu plus doux. Je dilue 3 fois. J'ai quelque chose d'encore plus doux. Si je sèche, parce qu'on se rend vraiment compte de la couleur quand c'est complètement sec, parce que ça s'adoucit un petit peu. Donc on va baisser un petit peu en intensité. On se rend compte que quand c'est très peu dilué, ça ne va pas du tout. Quand c'est un peu dilué, c'est pas encore ça, c'est un peu foncé. Mais quand je dilue, en fait, donc ça c'est dilué une fois, quand je dilue 2 fois, c'est pas si mal. Je vais obtenir une teinte un petit peu rosée. Et quand je dilue, hop là, quand je dilue une 3e fois, du coup, bon là on est vraiment sur une forte transparence, mais on se rapproche quand même plus d'une couleur peau. Donc là, en fait, je suis dans des teintes plutôt rosées. Si je veux un peu plus beige, je vais rajouter un petit peu de jaune à mon mélange. Et je vais recommencer. Ici, donc là, pas forcément beaucoup dilué. Je trempe mon pinceau une fois dans l'eau. Un peu plus dilué et encore un peu plus dilué. Alors là, j'avais déjà un mélange un peu dilué, mais si pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Donc là, ça va pas du tout, on est bien d'accord, hein.
Mais quand je vais diluer une fois, on va se retrouver quand même sur une couleur beaucoup plus intéressante. Et puis quand je dilue une deuxième fois, là on est vraiment sur un teint un petit peu de porcelaine et on se rapproche quand même d'une couleur peau. Donc là c'est pour vous expliquer qu'en fait c'est bien du rose et du jaune. Par contre, bien sûr, pas avec un niveau de dilution très faible. Ce qu'on veut, c'est vraiment éclaircir le plus possible et avoir des tonalités beaucoup plus douces et transparentes. Donc quand je dilue une fois, ça va, mais c'est encore un poil trop foncé. Et quand je dilue une deuxième fois ce mélange-là, je tombe sur une couleur là qui peut être vraiment considérée comme une couleur peau. Si je rajoute encore un petit peu plus de jaune, là je suis carrément sur vraiment le orange, hein. Je dilue une fois. Je dilue deux fois. Je dilue trois fois. Je vais sécher à nouveau. Et là, c'est la même chose. Le premier niveau de dilution est un peu trop fort, mais quand je dilue deux fois ou quand je dilue trois fois, là, ici, à la troisième dilution, c'est plutôt intéressant. J'ai encore une tonalité différente. Là, on est plus dans les roses. Ici, on est un petit peu rose, mais un peu intermédiaire. Et puis là, on commence à passer dans les tons plutôt jaunes. Et ainsi de suite comme ça. Donc déjà, quand je travaille comme ça, juste avec le rose et le jaune, et en dosant un petit peu et en diluant, j'arrive déjà sur des couleurs peau intéressantes. Et si hop, je travaille, ouais, je vais travailler comme ça. Et en fait, pour avoir en fait une tonalité qui se rapproche encore un petit peu plus de la couleur peau, il faut casser un peu le côté vif de mon mélange. Si je veux en fait quelque chose, pardon, d'un petit peu plus opaque, d'un peu plus soutenu, mais de pas flashouille, il faut que je casse ma couleur, ça veut dire il faut que je baisse en intensité et il faut donc que je désature. Ça vous rappelle quelque chose? Et donc si je suis encore toujours avec les couleurs primaires, c'est une démonstration qui est intéressante pour la suite, vous allez voir. Donc je vais prendre, donc pour désaturer, moi je me situe à peu près, alors je suis plus ici là. Pour désaturer, il va falloir que j'ajoute un petit peu de bleu. Hein, on est sur cette zone-là. Donc, ce serait, je suis entre ici et ici. Il faudrait que j'ajoute, en fait, entre mon bleu cyan et cette couleur-là qui est un petit peu plus jaune, quoi. Donc, je vais prendre un petit peu de bleu de phthalo. Ici. Et je vais en mettre un tout petit peu dans mon mélange. Et là, je me rends compte que c'est un peu trop jaune, cette histoire-là. Je vais en rajouter un tout petit peu. Donc là, j'ai quelque chose d'assez foncé. J'ai pas dilué du tout. Hop, je dilue une fois. Je dilue deux fois. Et je dilue trois fois. Donc, ici, hop, quand je vais vouloir travailler un petit peu les ombres et les contrastes sur le visage, je vais pouvoir en fait utiliser le même mélange, mais en le désaturant un petit peu, en cassant un petit peu la couleur, pour avoir, je suis dans les mêmes teintes, mais du coup, je suis un petit peu plus dans les couleurs terre, quoi. Et c'est ce qui va me permettre de travailler un petit peu les ombres. Si je suis plus dans les orangés, je vais rajouter un petit peu de jaune. Donc là, j'ai déjà une désaturation. Je rajoute un petit peu de jaune à mon mélange. Et je vais essayer de le faire tout en bas. Ici. Donc on est dans cette zone-là, hein. Je désature. Non, je trempe mon pinceau une fois dans l'eau.
une deuxième fois dans l'eau. Et une troisième fois dans l'eau. Là, on est très très clair. Et donc là, je me retrouve avec cette tonalité-là, mais un petit peu plus désaturée. Donc, je pourrais travailler une première couche sur ma peau avec ce mélange et avec cette dilution. Et puis ensuite, je peux utiliser en fait le même mélange avec une pointe de bleu de phthalo à l'intérieur pour le désaturer un tout petit peu et pour arriver en fait sur des tonalités un petit peu comme ça. Donc ça, c'est quand on travaille la couleur peau avec les 3 couleurs primaires. C'est possible, vous voyez, forcément pas avec ce niveau d'intensité-là. Il faut beaucoup diluer. Et après, le curseur, en fait, on l'ajuste entre le rose pour des teintes un petit peu plus rosées et entre le jaune pour des teintes un petit peu plus jaunes. Et donc, alors les couleurs primaires, c'est sympa de faire l'exercice. Ça permet encore de s'enrichir, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais pour aller plus vite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais choisir un rose qui sera déjà un tout petit peu moins vif que celui que j'ai en couleur primaire. Et le jaune, je vais le choisir aussi de façon à ce qu'il soit déjà un peu cassé et qu'il ne soit pas aussi pétant que le jaune primaire, en fait, ici, que j'ai de Sennelier. Donc, dans ma palette, qui est, je vous le rappelle, je vous le rappelle, qui est réduite, j'ai un rose de Garance. Est-ce que j'ai un papier qui m'attend? Voilà, j'ai un rose de Garance ici. Qui est quand même beaucoup moins soutenu, qui est déjà un poil désaturé, le rose de Garance, naturellement, puisque le rose de Garance, c'est un pigment, un seul pigment, là, pour celui que j'ai de Winsor & Newton. J'ai mon rose de Garance, et puis en jaune, je ne vais pas prendre le jaune primaire, parce qu'il est trop flash, et effectivement, ça va me prendre du temps de trouver le bon dosage, quand même. Je vais prendre mon ocre jaune, qui est dans la famille des jaunes aussi, mais qui est déjà désaturé, lui aussi. Donc dès le départ, c'est comme si j'avais soit ajouté un peu de sépia, ou si je travaille avec les couleurs complémentaires, c'est comme si je lui avais déjà ajouté un petit peu de violet dedans. Et donc, quand je vais travailler ma couleur peau, je vais prendre mon rose de Garance. Je vais lui ajouter un petit peu d'ocre jaune. Et ensuite, je vais ajuster ici la couleur. Donc là, c'est pas assez dilué, mais je vais vous montrer. J'ai déjà une couleur qui est quand même bien moins flash. Et si je dilue une fois, alors là, mon mélange est quand même déjà pas mal dilué, mais si je dilue une fois, je vais avoir encore quelque chose d'un peu plus doux. Et si je dilue encore une autre fois, c'est à peine suffisant quand même. Voilà, donc là j'ai un mélange un petit peu saumonné, donc j'ai une dominante de jaune avec du rose de Garance. Et je peux faire l'inverse, je peux rajouter un petit peu plus de rose de Garance à mon mélange. Et je vais avoir une teinte de peau qui sera un petit peu plus rosée. Encore naturelle, hein, mais un peu plus rosée. Ici. Hop. Donc voilà maintenant comment je fais mes couleurs peau, c'est que je choisis déjà, c'est toujours un rose et un jaune, mais plutôt que de jouer avec la désaturation en fait, pour casser mes couleurs, j'utilise déjà des couleurs qui sont un petit peu désaturées dès le départ. Le rose de Garance qui est un rose plutôt doux, et puis l'ocre jaune qui est déjà une couleur un petit peu plus de terre et un petit peu désaturée déjà dès le départ. Alors de par soit le pigment, si c'est un pigment jaune particulier, ou alors moi celui que j'ai c'est celui de Winsor & Newton, et en fait c'est une composante de 2 pigments, un pigment jaune et un pigment rouge, et je crois
Donc bon, c'est pas gênant. Après moi voilà, là je l'ai pas changé, j'ai laissé mais il existe des ocres en fait jaunes qui soient composés que d'un seul pigment. Bon là c'était celui de Winsor & Newton que j'ai. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait on peut aller beaucoup plus vite en utilisant déjà un rose et un jaune, mais qui soient déjà naturellement un petit peu plus désaturés. Et donc j'ai conservé ça, hop, dans mon petit calepin là. Mince, c'était de l'autre côté. Oui, voilà. Donc, j'ai répertorié ça dans ce petit... Alors, je suis allée très vite, hein. J'ai essayé de faire 2 nuances différentes, avec des teints plutôt roses et des teints plutôt jaunes ici. Et en fait, ça se rapproche de ce qu'on voit ici. En haut, on est plutôt là, en fait. Et puis ici, plus de rose, on est dans ces teintes-là. Hop. Et après, si je veux apporter un petit peu plus d'ombre et de désaturation, alors je ne le fais pas beaucoup sur mes petites mises en couleur. Bon, ça m'arrive, mais je ne vais pas travailler les ombres forcément beaucoup avec mes aquarelles. Je le ferai plus quand je travaille avec mes crayons de couleur, mais pas beaucoup avec l'aquarelle. Je pourrais mettre une petite pointe de sépia dans mon mélange, en fait, pour aller vite. Et autrement, j'utiliserai un bleu, mais un bleu pas trop flash non plus, pour pouvoir rééquilibrer l'ensemble. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. Vous allez avoir la deuxième partie dans quelques jours sur la mise en couleur en temps réel de la poupette, à la fois pour la peau mais aussi pour la robe. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les couleurs peau vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec la suite. Allez, au revoir.